dimanche 10 novembre 2024. Bienvenue à l'aide du temps qui reçoit aujourd'hui donc Mamadou Hadi Dem, docteur en sciences politiques, enseignant, chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. René Massinga Diouf, journaliste en sciences politiques et doctorant. Docteur en sciences politiques, c'est ça? Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Il reste juste 7 jours pour que les Sénégalais aillent choisir les 165 députés qui vont composer l'Assemblée nationale. On a vu les différentes coalitions et partis faire le tour du pays. Le discours qu'on a porté auprès des Sénégalais, comment vous l'analysez, Adiba, Adi Dem? Merci beaucoup, Alassane. Permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Merci, bienvenue. Saluer mon co-débatteur du jour, notre esclave René Massiga Diouf, et de saluer l'ensemble des auditeurs de iRadio. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle et législative. Des élections législatives, et la campagne bat son plein. Par rapport au discours, je pense que nous avons un regard un peu mitigé par rapport au discours. Ce que l'on attendait forcément donc du discours politique présenté aux Sénégalais, c'était un discours plus orienté vers les réformes de l'institution parlementaire. Parce qu'il s'agit en réalité d'élections législatives où les Sénégalais doivent choisir les députés qui doivent les représenter. Mais nous avons l'impression d'une part que, par exemple, le candidat du parti au pouvoir déroule ce que l'on peut appeler le programme de gouvernance du PASTEF pour les 5 ans à venir, appuyé sur le document qu'ils avaient présenté récemment, c'est-à-dire le plan qu'ils vont dérouler les 25 années à venir. Et de l'autre côté, nous avons une opposition donc, qui tente un peu de suivre le rythme imposé par le parti au pouvoir en termes de communication. Donc ce qui brouille un peu les pistes et ne permet pas justement aux citoyens d'avoir une lisibilité fondamentale par rapport aux différents programmes. Autre chose, ce sont ce que l'on peut appeler les débats un peu de bas étage, crypto-personnels, qui sont extrêmement présents dans les discours, dans la communication de part et d'autre, que ce soit pour le parti au pouvoir, que ce soit pour l'opposition. Et là aussi, on ne voit pas trop ce que le citoyen peut tirer d'intéressant sur justement des débats crypto-personnels. Autre chose, ce sont ce que l'on peut appeler les déclarations grandioses, et surtout venant du parti au pouvoir, quand le candidat du parti au pouvoir fait certaines révélations qui suscitent le sensationnel, et derrière on ne voit pas justement sur quoi reposent justement certaines déclarations. Cela peut contribuer aussi à brouiller justement les pistes. René Massinga, est-ce que vous pensez que le discours de tous les partis qui sont en compétition sont à la hauteur des attentes des populations? Bonjour Alassane, bonjour à mon co-débatteur Adidem, bonjour aussi à vos téléspectateurs. Alors moi je pars juste de 2 remarques. La première, c'est qu'on a un discours vraiment très pauvre sur le plan de la construction des idées et sur le plan de ce qui doit être vendu, du marketing politique qui doit accompagner toute campagne électorale pour les élections, que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives. Donc on a un discours très pauvre. C'est le premier élément. Le deuxième élément, on a l'impression qu'il y a des voix qui sont audibles et d'autres qui ne le sont pas.
ou bien des voix qui sont plus audibles et d'autres qui le sont moins en vérité. Parce que si on regarde, on a l'impression que pratiquement les rassemblements ne se font pas surtout en fonction, par exemple, de ce qui peut intéresser les populations, mais en fonction, par exemple, du leadership qu'incarnent, par exemple, les gens qui sont tête de liste dans ces partis. Et donc, ce qui fait que la dimension locale, la dimension surtout départementale, qui est très importante pour ces élections législatives, est plus ou moins occulté en vérité. Donc ça aussi c'est un aspect qu'on peut, mais je me dis aussi que c'est lié à la conjoncture politique que nous connaissons depuis 1 an. Donc nous sommes pratiquement dans ce qui peut être considéré comme étant une forme de mise en scène de la politique au niveau national, mise en scène des partis politiques qui a commencé depuis avec les événements que nous connaissons de 2020, à partir de 2019 en tout cas, puis 2020 jusqu'en 2024, la mise en scène, et ensuite nous assistons à ce qui peut être considéré comme une sorte d'idéologisation en quelque sorte, entre guillemets, pratiquement du discours politique. Ce qui fait que les débats sont plus ou moins sclérosés et puis les militants ne savent pas en fait s'orienter dans ce brouhaha et c'est ça qui rend plus ou moins confus le discours politique au plan interne mais aussi au niveau local. Est-ce que cette confusion est due quelque part au fait que les populations ne sont pas exigeantes vis-à-vis des hommes politiques? Je pense que les hommes politiques n'ont pas permis aux populations d'être exigeantes. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas de renouvellement des pratiques politiques en termes de communication, surtout quand il s'agit de périodes d'élection. Ce que l'on voit, ce sont les mêmes pratiques depuis 1960, c'est-à-dire des campagnes, des moments de mobilisation où la jeunesse, les femmes sont utilisées pour mobiliser, distribution de t-shirts, ensuite beaucoup de bruit, de la musique, de la danse, etc. Et le discours occupe une part extrêmement faible par rapport justement à toute cette mise en scène dont parlait tout à l'heure René Massiga. Je pense que cette théâtralisation de la communication politique doit aujourd'hui être dépassée et réinventer d'autres formes de communication qui puissent justement vendre les programmes des candidats. Aujourd'hui, vous venez à un meeting, comme je l'ai dit, la musique, la danse, etc. occupent près de 80% justement de l'activité. Et quand le leader vient, souvent, ce qu'il dit est extrêmement inaudible. Souvent, c'est une relation par rapport à sa personne et ce qui intéresse justement souvent les populations, c'est les déclarations, encore une fois de plus, qui relèvent du sensationnel et qui, en réalité, fait passer les programmes à un second rôle. Est-ce que la pauvreté de discours est due quelque part dans notre pays au fait que les partis politiques sont pratiquement morts? Il n'y a plus d'école de parti, il n'y a plus de gouvernance, école de parti, il n'y a rien du tout. On est sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux. C'est la personne qui est mise en avant et pas ses idées. Oui, cela peut expliquer en partie la pauvreté du discours politique, mais je crois qu'il y a aussi de nouveaux éléments qui relèvent un peu des mutations de nos sociétés et aussi qui ont leur influence sur le terrain politique. Ces mutations-là concernent souvent les espaces qui peuvent être considérés, en tout cas qu'une certaine école de sciences politiques, surtout la faculté des sciences juridiques et politiques, considère comme étant des espaces de dissidence. Et donc ces espaces de dissidence ont commencé depuis pratiquement quelques années, comme je l'ai dit tantôt, et donc se poursuivent dans la mesure où c'est des espaces qui étaient pourchassés pour leurs idées qu'ils portaient, mais aussi pour les idéaux qu'ils défendaient en quelque sorte. Étant entendu qu'aussi il y a eu dans cette chasse de ces espaces de dissidence, il y a eu ce qu'on pourrait considérer comme étant des espaces, comme étant des velléités d'étouffement. En tout cas des voix qui peuvent porter en vérité ou bien qui peuvent avoir une influence positive, plus ou moins négative en tout cas, sur par exemple la manifestation des choses ou en tout cas sur la construction de ce qui peut être considéré comme étant un idéal politique. Et donc nous avons ces espaces qui étaient plus ou moins, ces espaces de dissidence qui étaient plus ou moins pourchassés, et ensuite les gens qui portaient par exemple le discours politique dans ces espaces sont obligés un peu de se réfugier derrière des plateformes qui aujourd'hui sont en train de montrer quand même une certaine envergure dans le positionnement politique au niveau national. Et donc ces gens-là étaient obligés de continuer ainsi à travers par exemple des contenus qui ne reflètent pas, qui ne tiennent pas en quelque sorte forcément de discours politique, en tout cas constructif en vérité. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on se soucie moins du discours politique que par exemple ce que le contenu sur une plateforme digitale peut
peut donner en termes de gains politiques. Et donc, nous sommes restés à ce niveau. Et donc, tout ce qu'on voit comme extravagance dans le discours politique actuellement, extravagance entre guillemets, mais relève de cela. C'est parce qu'au fond, les gens, surtout les leaders politiques qui essaient de tenir aux populations un discours constructif ne sont pas écoutés. Et donc, qui est écouté? Mais c'est celui qui est capable d'inventer des histoires, mais invraisemblables par rapport aux attentes un peu de ces populations. Ou bien quelqu'un qui est capable d'attaquer son interlocuteur, mais de la manière la plus virulente possible, mais c'est celui-là aussi qui est écouté. Et donc, on est en train d'assister à un changement de paradigme dans ce qui doit guider, en quelque sorte, l'action politique et ce qui doit être déterminant pratiquement dans une campagne électorale qui est par essence un espace de débat démocratique pour au moins que les citoyens puissent être éclairés dans les choix qu'ils doivent faire par rapport à ceux qui doivent les représenter au moins pour 5 ans. Et je termine par là. Nous tous, nous avons assisté, par exemple, à ce qui s'est passé les dernières années, surtout pour la législature de 2017, que d'aucuns qualifiaient, par exemple, de l'Assemblée parlementaire la plus pauvre, non seulement en proposition d'idées, mais aussi l'Assemblée la plus spectaculaire en vérité, en termes de contenu programmatique, dans la mesure où les gens qui étaient ces parlementaires, les députés en question, me disaient même qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir. Donc ils sont là juste pour adopter, par exemple, tout ce qui leur est proposé par l'exécutif. Et donc moi, je crois qu'actuellement, le risque, c'est qu'on ne puisse pas avoir un discours qui puisse permettre vraiment aux populations de choisir pour quand même des ruptures pragmatiques sur le plan de la vie parlementaire. Oui. Mais pourquoi les Sénégalais qui ont de bons discours structurés, qui sont capables de changer les choses, ils sont moins écoutés que ceux qui disent des grossièretés? Est-ce que c'est dû à la psychologie des populations, c'est ça? Je pense que c'est dû à la psychologie des foules. Il y a des politiciens qui savent tirer leur épingle du jeu justement dans ces moments d'euphorie. Le problème au Sénégal, c'est que la politique s'accompagne beaucoup d'euphorie, beaucoup de bruit. Et quand vous n'êtes pas dans l'euphorie et que vous n'êtes pas dans le bruit, vous avez une faible chance d'être entendu, d'être écouté. La politique au Sénégal s'accompagne de beaucoup de théâtralisation. Et quand vous n'êtes pas dans la théâtralisation, vous n'êtes pas écouté et votre discours ne passe pas. C'est parce que la population aime le théâtre, c'est ça? La population aime le sensationnel. Et les politiques savent que les populations aiment le sensationnel. C'est pourquoi chaque caravane est accompagnée d'un camion avec une forte sonorisation où les gens peuvent passer des heures à chanter, à danser, etc. Alors qu'on n'a pas besoin de cela. Ce qu'on a besoin réellement, c'est un discours posé, débarrassé de toute cette théâtralisation et qui puisse porter sur les enjeux de l'heure. Les enjeux de l'heure, c'est les élections législatives, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Mais quelle est aujourd'hui la coalition ou le candidat qui a réellement proposé des alternatives par rapport à ce que l'on a vécu en termes de vie parlementaire ces dernières années? Pratiquement personne. Or, l'Assemblée nationale est une institution extrêmement fondamentale dans la vie de la démocratie. C'est la représentation de la nation. C'est là où on dit que c'est l'institution qui doit être chargée de contrôler l'action du pouvoir exécutif, mais aussi d'évaluer les politiques publiques. Par exemple, si je m'attarde un peu par rapport à l'évaluation donc, des politiques publiques, cela est une prérogative qu'on a rajoutée au Parlement depuis la réforme de 2016. Mais de 2016 à nos jours, quelle est l'Assemblée qui a évalué une seule politique publique dans ce pays? Aucune législature ne l'a fait. Et aujourd'hui, aucun candidat n'a proposé réellement des alternatives par rapport à ce vide institutionnel. Je pense que ce sont des questions qui sont aujourd'hui occultées et qui devraient être au cœur donc, des débats politiques. Des débats aussi contradictoires, on en a besoin. Il n'y a plus aujourd'hui de débats contradictoires entre candidats. Je pense que le Premier ministre Ousmane Sonko l'a essayé en invitant l'ancien Premier ministre Amadou Ba à un débat, mais on a vu comment cela s'est passé avec l'intervention donc, du CNRA. Je pense qu'un tel débat aurait été le bienvenu. Un tel débat
aurait été souhaitable dans une démocratie. Parce que la démocratie doit reposer aussi sur justement la contradiction des idées pour permettre justement aux citoyens de pouvoir choisir entre plusieurs alternatives. Mais si aujourd'hui tout le discours politique est émaillé d'une théâtralisation et noyé dans le sensationnel et dans l'euphorie, justement, il y a peu de chances que pour ceux qui portent justement des discours crédibles puissent être entendus et puissent avoir toute la place qu'ils devraient avoir dans l'espace politique. Est-ce que la transhumance qu'on observe aujourd'hui, tous azimuts du Sénégal, vraiment des transhumances extraordinaires, hein? Ceux qui étaient au pouvoir il n'y a même pas 7 mois ont rallié le nouveau pouvoir avec une telle tonitruance. Est-ce que d'abord, ce n'est pas une façon encore d'abord de noyer les idées? Une façon de noyer des idées, ça dépend. Parce que bon, moi je crois qu'aussi il faut s'interroger sur le phénomène, la transhumance. Si on essaie de voir un peu tout ce qui est de manière scientifique, ce qui est prouvé en matière de transhumance, peut-être que bon, on irait plus ou moins loin. Mais ce qui se passe au Sénégal ces dernières années est quand même, pour reprendre les termes de l'autre, pernicieux en matière de transhumance. Et donc, moi, je crois qu'il y a le politiste Jean-François Bayard avec Achille Mbembe et Toublador qui ont publié un ouvrage intitulé « La politique par le bas ». Et donc, il faut lire cet ouvrage pour se rendre compte un peu des situations de certains phénomènes politiques jusqu'à quel point ces situations peuvent gangréner des sociétés démocratiques comme les nôtres en vérité. Je crois que la transhumance en fait partie. Parce que si on s'interroge, ce n'est pas un phénomène nouveau, hein, mais ça a pris tellement de mutations que aujourd'hui, le phénomène est en train de dévoyer un peu le jeu démocratique. Parce que regardez ce qui s'est passé dernièrement. Pratiquement, on est à 7 mois après l'élection présidentielle, 7 à 8 mois après l'élection présidentielle. Il y avait un camp qui faisait face au camp qui dirige actuellement. Et que donc, 7 mois après, on voit par exemple les figures du camp qui était en face, qui dirigeait, rallié, mais avec une vitesse et des convictions tellement profondes, le camp du pouvoir actuel, ça pose problème. Donc ça, c'est le premier problème qu'il faut relever. Maintenant, le deuxième problème, c'est qu'il faut se dire que bon, la transhumance aussi prend énormément de noms et de titres en vérité. Parce que depuis 2000, je crois que les premiers mouvements de transhumance ont été notés à partir des années 2000. Et donc ça avait poussé pratiquement à travers une réforme constitutionnelle mais de faire en sorte, par exemple, que les députés ne puissent plus transhumer s'ils sont élus sur la base d'une autre liste ou bien en tout cas d'un parti politique. C'est avec l'affaire du PPC de Maître Mbaye Jacques Diop que ça a commencé. Et donc, à travers une réforme constitutionnelle, notamment la constitution de janvier 2001, donc ça a été intégré. Mais le problème, c'est ce qu'on note aujourd'hui, c'est que maintenant la transhumance se fait en amont, pratiquement des élections. Regardez toutes les figures qui ont rallié dernièrement. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui, les a empêchés sur le plan purement constitutionnel, mais de le faire? Au contraire, j'ai l'impression que ces figures ont été favorisées par la Constitution en vertu, par exemple, des libertés individuelles et des libertés collectives qui sont mais consacré. Donc le problème c'est que pour la transhumance, c'est que c'est d'abord une question éthique et une question morale. La question éthique se trouve à quel niveau? La question éthique se trouve au niveau strictement individuel, mais aussi au niveau collectif, dans la mesure où l'acteur politique qui vient devant une foule, devant une population, devant tous les Sénégalais, prend des engagements pour dire que voici mon objectif. Et sur cette base, il est connu, plébiscité, aimé ou détesté. Et donc cet acteur politique, s'il va à contre-courant de son engagement sur le plan politique, mais évidemment fait entorse déjà à une problématique, à son engagement, et donc et fait face à vraiment une question éthique. Et maintenant, la question morale, c'est quoi? C'est qu'au fond, on a tellement défendu, attaqué sur le plan politique, parce qu'on appartient à un cas adverse, tellement. Et donc, on a tellement désapprouvé qu'on soit obligé de revenir pour soutenir pratiquement le contraire de ce qu'on soutenait. Et ça, vraiment, c'est inacceptable pour des sociétés comme les nôtres, où pratiquement la vie religieuse connaît des moments d'allégresse, où pratiquement chaque citoyen peut être considéré comme étant profondément religieux, où on s'attache beaucoup de vertus, par exemple, à la morale, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment aussi un problème qu'il va falloir régler. Et sur le plan politique, moi, je crois qu'il faut aller vers des réformes encore beaucoup plus importantes
pour permettre un peu à ce que cette question puisse être réglée de manière définitive. Le PASTEF avait dit qu'ils sont contre la transhumance. Il avait théorisé parce qu'ils ont été victimes justement de la transhumance quand ils étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, il dit non, ce n'est pas de transhumance, c'est les gens qui sont venus en renfort. Comment comprendre ce discours? Il n'y a pas de compréhension, hein, c'est de la transhumance. On aurait pu trouver énormément de qualificatifs ou d'appellations, mais la pratique est la même. C'est des gens qui ont quitté un camp et qui en ont rallié un autre. On peut l'appeler comme on veut, mais cela reste de la transhumance. J'ai dit récemment dans un organe de presse que la transhumance pose un problème éthique majeur. Et je pense qu'il va falloir qu'à un certain moment, que les Sénégalais puissent s'arrêter et que ce débat soit posé vraiment très sereinement. Parce que c'est une grande pathologie de notre démocratie. La transhumance, c'est aussi une grande pathologie de notre gouvernance politique. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Le PASTEF est arrivé au pouvoir et a mis en avant la problématique de la reddition des comptes. Mais regardez aujourd'hui le profil de tous ceux qui transhument. Celui qui a dirigé récemment la LONASE, celui qui a été le directeur général des domaines. Qu'est-ce qui a été le premier acte qui a été posé par PASTEF en termes de reddition des comptes? Mais c'est le foncier. Et où est aujourd'hui celui qui a été le dernier directeur des domaines dans ce pays? Donc, cela pose un problème de gouvernance. Comment PASTEF va s'attaquer après ces élections? Et ça, moi, je suis curieux de voir comment ces cas-là seront gérés en lien avec justement la problématique de la reddition des comptes. Mais si je le comprends bien, ça veut dire que ceux qui ont transhumé au PASTEF aujourd'hui, après les élections, ils peuvent échapper à la justice s'ils avaient fait des malversations. Beaucoup qui ont transhumé ne cherchent pas fondamentalement des postes, mais beaucoup cherchent à être laissés tranquilles par rapport à cette problématique de la reddition des comptes. Et j'aimerais bien voir comment PASTEF va s'en prendre par rapport à ça. Je pense que ça a été un piège un peu pour PASTEF de s'ouvrir à cette transhumance. Parce que la transhumance aussi, c'est les deux camps qu'il faut voir. Il y a le camp de ceux qui viennent et le camp de ceux qui font la promotion de la transition et qui acceptent les bras ouverts. Nous avons entendu le Premier ministre Ousmane Sonko demander à tous les maires de venir rejoindre à condition qu'ils aient les mains propres. Mais ce n'est pas à lui de savoir que tel ou tel a les mains propres. C'est à la justice de dire que voilà, tel et tel a les mains propres. Aujourd'hui, ce qui intéresse justement le PASTEF, c'est de faire en sorte que cette promesse qu'ils avaient faite justement par rapport à la transhumance ne se retourne pas contre eux par rapport aux élections législatives. Justement, quelles sont les conséquences de cette transhumance pour le parti au pouvoir? Souvent, ce n'est pas parce qu'on a transhumé que la troupe suit. Oui, forcément. Forcément, c'est-à-dire que les calculs qui sont attachés un peu à la transhumance ne sont pas forcément mathématiques et peuvent ne pas se réaliser dans l'absolu en vérité. Et même si on revisite un peu l'histoire de la transhumance, mais on se rend compte que ça dessert plus les intérêts des partis accueillants que le cas contraire en vérité. Regardons l'histoire ces dernières années. Regardons avec le Maître Wade. Maître Wade, dès qu'il est arrivé au pouvoir vers les années 2000, pratiquement un an après, il avait pris tous les députés qui ont de la voix. En tout cas, ceux qui étaient maires dans les grandes villes du Sénégal, Thiès, etc., et les affaires liées à sa cause. Et quelques années après, ça donne quoi? Ça donne une forme d'impopularité, non seulement pour l'image du Parti démocratique sénégalais, mais aussi pour la coalition au pouvoir qui était à l'époque, avec des mouvements de dissidence, etc., etc. Regardons avec Macky Sall. Macky Sall n'a pas fait autrement. Macky Sall aussi a procédé ainsi. Et donc, soit par la force, soit de manière douce en vérité, pour le cas Macky Sall. Et donc, on s'est rendu compte que aussi ça a fini ainsi. Et que les populations, j'ai l'impression, là, une leçon qu'on peut tirer de la transhumance, c'est que les populations n'aiment pas la traîtrise en vérité.
Et que par conséquent, c'est la première conclusion qu'on peut tirer de la transhumance. Et ça dessert beaucoup plus les intérêts des partis qui accueillent que le contraire en vérité. Et donc, ça se voit aussi à travers PASTEF. Regardons, essayons de faire une petite étude, un petit sondage, par exemple, par rapport à ce qui était la réaction des pastéfiens vers les années 2021 à 2024, qu'après, à partir de 2024, en l'espace de quelques mois. Mais on se rend compte que pratiquement beaucoup de décisions, y compris qui concernent la transhumance, l'accueil de gens qui sont concernés par la gestion du pouvoir précédent, mais l'accueil de ces gens-là crée de la frustration dans les rangs de PASTEF. Mais il faut se dire que c'est là où c'est très compliqué avec PASTEF, dans la continuité de ce qu'il disait tantôt, c'est qu'au fond, on a les transhumants de la dernière heure et on a ceux qui ont rejoint le mouvement avant. Et donc le problème, c'est comment arbitrer devant tout ça. Parce qu'au fond, ceux qui ont rejoint le mouvement avant, qui ont senti le vent tourner et qui ont été responsables dans la gestion du pouvoir précédent ont été accueillis à bras ouverts. Mais ces gens-là, ils ont eu la chance et la lucide lecture de venir avant que l'autre camp ne tombe. On peut donner des exemples. Et je crois que l'exemple le plus patent, il y a le cas Samba Ndiaye, c'est le cas le plus patent en vérité. Mais on aurait dû citer, par exemple, d'autres responsables qui sont aujourd'hui dans le camp du pouvoir et qui occupent des positions de responsabilité. Serigne Gueye Diop. Oui, Serigne Gueye Diop et d'autres. Et donc, qui ont écrit des choses sur PASTEF. Beaucoup de choses négatives et qui ont fait des sorties négatives. Ces gens-là ont été accueillis à bras ouverts. Ça n'a pas plu à tout l'écosystème pastéfien, mais les gens ont accepté parce qu'ils se disent que ça venait de là-haut, ça venait un peu des pouvoirs, des gens qui décident et que ça peut être un bon calcul en vérité. Le problème, c'est que juste après, actuellement, on est en train aussi de noter pratiquement le même mouvement parce qu'on est aussi à la veille d'élections, donc des élections législatives. Et que ces gens qui viennent, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter? Et donc, quel service ils vont rendre en vérité au mouvement PASTEF? Et ça, c'est la question qui se pose. Et que par conséquent, moi, je crois que peut-être que PASTEF aurait dû faire preuve de beaucoup de prudence sur cette question. Peut-être accueillir, je ne sais pas, mais faire en sorte, par exemple, que ce ne soit pas aussi médiatisé, que la communication ne passe pas aussi de manière aussi importante aux yeux, non seulement de ces militants, mais des Sénégalais, parce que dans les 54%, mais on n'avait pas que les gens de PASTEF, il y a des gens aussi qui avaient que les gens, chose qui est des ruptures systématiques majeures en vérité. Mais qu'est-ce qui peut pousser le PASTEF à acquérir autant de transhumants? Est-ce qu'il y a une peur de perdre les élections, de ne pas avoir la majorité? Est-ce qu'il y a des sondages qui montrent quelque part que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas ça qu'on attend? Peut-être qu'il y a une peur en tout cas, de ne pas avoir une majorité très solide à l'Assemblée nationale, qui peut justifier justement cette ouverture du PASTEF. Mais ça, c'est contre-productif. Contre-productif par rapport justement à la démocratie qui voudrait que ceux qui ont gagné les élections gouvernent et que ceux qui ont perdu s'opposent. On ne peut pas justement aspirer à vivre dans un régime démocratique et ne pas vouloir avoir une opposition qui puisse constituer une alternative par rapport au pouvoir en place. Je pense que c'est là où les choses deviennent très compliquées par rapport à la démocratie sénégalaise. Est-ce que réellement nous sommes prêts justement à toutes les exigences de la démocratie en tant que régime politique? Parce que si les gens n'aiment pas s'opposer, si les gens ont peur justement de s'opposer, et que même ceux qui gouvernent ont peur d'avoir une opposition, cela pose problème. Or, la démocratie voudrait qu'il y ait une majorité qui gouverne et une minorité qui s'oppose, qui puisse permettre justement d'avoir une circulation donc à la tête de l'État. Parce que c'est même un non-sens, par exemple, d'arriver au pouvoir et de dire que nous sommes là au minimum pour 50 ans. C'est ce que, par exemple, c'est le discours qu'on a entendu après l'élection. Oui, Wade, même PASTEF, nous sommes là pour 50 ans, horizon 2050, etc. Or, justement, est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a comme exigence sur le plan social, sur le plan des difficultés, est-ce qu'on devrait aujourd'hui se projeter pour 2050 pour pouvoir, justement, alléger le problème des Sénégalais? Cela pose problème. Cela pose problème justement par rapport à notre conception donc, de la démocratie. Autre chose, c'est la manière dont cette transhumance s'est faite ces derniers temps. Comment comprendre des gens qui ont été investis dans des listes électorales à quelques semaines de l'élection, quitter la liste dans laquelle ils ont été investis pour rejoindre
le camp du pouvoir. Comme Déthié Fall. Comme Déthié Fall, qui a été un grand artisan de la coalition Sàmm Sa Kàddu, qui a été investi à la 5e place dans cette coalition, qui, après une rencontre avec le Premier ministre, décide justement de remettre en cause tout cela et de rejoindre. Récemment, la dame de Kaolack, Adji Mergane Kanouté, etc. Donc cela, justement, pose un problème psychologique extrêmement important qui mérite justement que les Sénégalais s'y attendent. Je pense que souvent, ce qui nous arrive, c'est que les Sénégalais ne sont pas trop exigeants par rapport aux hommes politiques. Ouais. Énormément de choses passent très facilement qui mériteraient justement des sanctions politiques parfois. Mais est-ce que c'est des fois une affaire seulement sénégalo-sénégalaise? Parce qu'on a lu que dernièrement Fidel Castro, que Dieu ait pitié de son âme, disait les États-Unis, les démocrates et les républicains, c'est deux faces de même pièce. C'est des partitionnistes qui arrivent au pouvoir, ils gèrent les intérêts selon les Américains. La différence n'est pas grande. Oui, il faut sérier aussi les questions en matière de gestion, surtout quand tu es à la tête d'un État. C'est-à-dire, vous avez souvent des questions, des problématiques qui relèvent un peu pratiquement de ce que je pourrais considérer comme étant des questions stratégiques. Ça ne change pas. C'est ça qui fait, par exemple, la notoriété de l'État. C'est ça qui permet à l'État de s'imposer sur le plan géopolitique, sur le plan international. Ça, on ne touche pas à ces intérêts-là. Consensus. Oui, ça, c'est des questions de consensus sur lesquelles pratiquement on ne revient pas de manière générale. Ce qui change souvent, c'est que c'est l'approche idéologique. Et c'est ça, en fait, que ça pose. C'est en cela que ça pose problème ici au Sénégal. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui motive l'engagement politique? C'est la question de base qui doit être posée à tout un chacun avant de s'engager. Souvent, ça vient d'une remarque, d'une simple remarque. Remarque, par exemple, d'une faiblesse quelque part, de préoccupations qui n'ont pas été prises en charge, ou bien de fait, par exemple, de négligence sur telle ou telle question. C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous voyez, les offres politiques sont très importantes et diversifiées dans une bonne démocratie. Mais au Sénégal, on s'engage souvent pour le pouvoir, pour l'argent. Justement. Et donc, pour continuer sur la logique de ce que je disais avant d'évoquer votre question, je dis que c'est ça qui s'appelle la part de soi-même en matière d'engagement politique. Et que par conséquent, si on décide de laisser tout ce pourquoi on s'engage pour rallier d'autres camps, en vérité, on sacrifie la part de soi-même. Et c'est en cela que, de manière intrinsèque, si on considère la personne du point de vue psychologique, du point de vue psychanalytique, on se rend compte que réellement, que pratiquement c'est une aliénation un peu de la personne, pour reprendre les termes des philosophes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour en venir à votre question, mais ça pose problème, c'est qu'au fond, au Sénégal, ce qui motive, ce n'est plus les courants, ce n'est plus l'idéologie, ce n'est plus le fait de vouloir venir en aide, par exemple, à une population, le fait de déceler des faiblesses, par exemple, dans les offres programmatiques qui ne prennent pas en charge tel ou tel secteur, telle ou telle population, etc., etc. Mais c'est le fait, par exemple, de se dire, et je crois que c'est en train de devenir un langage populaire ici au Sénégal. Les gens, ils vous disent que vous avez fait tellement d'études, toi tu as un doctorat, etc., mais tu n'avances pas. Mais il faut faire de la politique. Il faut faire de la politique. Moi, je fais de la politique. Je suis pratiquement au-dessus de toi. Alors que moi, bon, je n'ai pas assez poussé dans les études, en vérité. Ça, c'est le discours populaire. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a le BFM, mais peut rivaliser mais sur le plan matériel avec quelqu'un qui a le doctorat. Et la première pathologie, en vérité, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il fallait, c'est à ce niveau il fallait au départ, par exemple, saluer l'approche de PASTEF, qui mettait en évidence, par exemple, les Sénégalais qui sont plus ou moins formés dans leur secteur. Ça, c'était une très belle approche. Maintenant, c'est en train de plus en plus d'être noyé par des nominations, au fond, qui tiennent plus compte de l'engagement politique et dont, par exemple, le sens ne peut être justifié dans l'absolu, en vérité. Donc, ça, je crois que c'est un problème. Les problèmes d'intérêt, il faut les régler de manière beaucoup plus rigoureuse, surtout en amont de l'engagement politique. Et ça rejoint ce que vous disiez au départ dans l'introduction. Mais c'est parce qu'au fond, les gens ne savent pas aussi pourquoi ils s'engagent. Ils ne savent pas pourquoi ils s'engagent. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus d'école. Par exemple, d'école de parti. Ça jouait un rôle extrêmement important, les écoles de parti. Mais regardons ceux qui sont sortis des écoles de parti. Je cite seulement 2 personnes. Quelqu'un comme Khalifa Sall, quelqu'un comme Feu Pape Babacar Mbaye. Mais regardez-les à l'époque. C'est-à-dire que vous aviez envie de vous identifier à ces personnes. Tellement sur le plan des idées, mais ils étaient en place. Tellement sur le plan des idées, c'est des gens qui connaissent la politique. Mais Pape Babacar Mbaye, pratiquement, que Dieu ait pitié de son âme, vers les années 2000, pratiquement, Macky Sall, le président Wade, quand il venait d'arriver au pouvoir, il l'a reçu 2 à 3 fois. Mais ce n'était pas évident. Mais tout ça pour l'attirer, parce qu'il était jeune, c'était un leader politique vraiment qui était adulé, etc. Mais
il avait refusé parce qu'il avait des convictions et il savait pourquoi il s'était engagé dans le Parti socialiste. Moi, je crois que de plus en plus, c'est ça qui manque à nos jeunes. On ne sait pas pourquoi on s'engage. Il n'y a pas d'école pour accompagner les aspirations. Il n'y a pas d'école pour accompagner non plus ce qui peut être considéré comme étant... Voilà. Le pays est tellement malade. Est-ce que la culture peut être un levier justement pour soigner ce pays? Parce que beaucoup de gens disent que la culture est extrêmement importante pour justement ramener l'éthique, ramener quelque part la dignité, la citoyenneté. Au Sénégal, on a l'impression que la culture, elle ne sert à rien. Oui, bon, la culture elle-même, elle est noyée. Elle est noyée par aujourd'hui ce que l'on peut appeler le phénomène de la mondialisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de culture authentique. C'est-à-dire, il y a des brassages culturels, un métissage culturel fort. Et je pense que... Senghor disait qu'elle est au début et à la fin de tout développement. Oui, Senghor l'avait très bien compris. Que la culture devrait être au-dessus, au début et à la fin de tout processus de développement. Et il disait même que la culture, c'est ce qui reste à l'homme quand il a tout perdu. Ouais. Je pense que... Mais aujourd'hui, on voit que... Apparemment, nos hommes politiques ont tout perdu. Apparemment... Qu'est-ce qui leur reste? Ce qui leur reste, c'est aujourd'hui de revoir justement certains comportements. Mais surtout de revoir le rapport avec les citoyens, les militants, les électeurs, et donner un peu de respect par rapport à ces multitudes de foules qui peuvent passer des heures à vous écouter, à vous suivre, à courir derrière vous. Je pense que ce respect-là, c'est d'inscrire chaque action justement à l'aune de certaines considérations éthiques. Je pense que ça, c'est fondamental et ça, souvent, on ne le voit pas trop dans les pratiques politiques. Et justement, pour revenir à la culture, je pense que la politique doit s'imprégner de la culture. Le président Macky Sall disait qu'il était convaincu que la politique devrait s'accompagner de valeurs éthiques. Et ça, on est en plein dans la culture. Parce que nous sommes tous dans des civilisations, dans des cultures où l'éthique, le sens de l'honneur, le sens de la parole donnée occupe une place fondamentale. Il le disait, mais est-ce qu'il l'a appliqué? Grosse question. Bon, je pense que aujourd'hui, dire les choses et les faire, c'est différent. Oui, à l'aune des faits, on voit qu'effectivement, à un certain moment, il s'était écarté justement de certaines considérations, mais je pense que cela doit revenir aujourd'hui au devant de la scène politique pour que les actions des uns et des autres s'inscrivent sur la puissance de la parole donnée. Aujourd'hui, s'il y avait cette puissance de la parole donnée, on ne retrouverait pas un Déthié Fall dans la coalition PASTEF, parce que c'est lui-même qui était l'inventeur du nom de la coalition, Sàmm Sa Kàddu. C'est lui qui a donné le nom, en tout cas ce que l'on a reçu comme information. Donc, est-ce que lui-même, il ne se disait pas que justement la parole donnée est extrêmement faible dans le champ politique? La parole donnée est très, très importante. Il y a aussi que la culture, au-delà de sa dimension éthique, il y a aussi une dimension économique. On va au Sénégal, la biennale a été ouverte, mais on a l'impression que ça se passe à côté. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Oui, parce que bon, la promotion de la culture reste un problème chez nous. Et pourtant, les leviers ne manquent pas. Nous avons beaucoup à montrer au monde entier en matière de culture. Nous avons vraiment une dimension culturelle, en tout cas des ressorts culturels qui sont extrêmement denses et qui peuvent intéresser le monde. Mais le problème, c'est comment les promouvoir. On a créé des agences depuis quelques années, depuis plusieurs années maintenant. On a créé beaucoup d'agences, mais on a l'impression que aussi c'est juste pour prendre en charge les considérations ou en tout cas les suggestions d'acteurs qui sont dans le milieu en vérité. Donc, ce n'est pas accompagné de véritables politiques de développement. Alors que la culture, par exemple, ici en Afrique, surtout particulièrement au Sénégal, c'est des choses qui nous sont propres et qu'on peut vendre et qui peut nous rendre particulier, rendre le Sénégal vraiment particulier et valorisant à la fois aux yeux du monde. Mais regardez actuellement la rupture épistémologique qu'il y a actuellement dans le fait de valoriser les téléfilms au plan local, par exemple, aujourd'hui. Jusqu'à quel point ça nous positionne? Vous allez au Rwanda, où j'étais il y a quelques mois, en Afrique du Sud, etc. Mais les gens, ils vous voient, c'est pratiquement le premier sujet d'introduction pour un débat de fond qui concerne la société sénégalaise. Ouais. Vous allez dans ces pays-là, en Afrique centrale, un peu partout, mais les gens, ils aiment les téléfilms sénégalais. C'est-à-dire, moi qui ne regarde pas, parfois, ils me disent un téléfilm que je ne regarde pas, un téléfilm que je ne regarde pas. Je dis, ah bon, ça existe? Ils disent, oui.
Je regarde ça tout le temps, ici, etc., soit sur A+, ou bien sur d'autres plateformes YouTube. Et donc, à travers ça, ils disent que je ne savais pas que le Sénégal c'était comme ça, que le Sénégal était joli, que le Sénégal était un pays vraiment qui tend plus ou moins vers la prospérité. Ça, ce discours-là, je l'ai entendu plusieurs fois, par exemple, au Rwanda et en Afrique du Sud. Mais on a l'impression que c'est justement ces séries, c'est les agences qui le font, les maisons de production ne sont pas protégées. Oui. On a appris récemment que Marodi, l'une des maisons de production les plus en vue au Sénégal, que Canal est entré dans son capital. Oui, justement, c'est là le problème. Réorienter les idées. Mais c'est là le problème. Parce et non pas être protégés par l'État du Sénégal. Justement, c'est là le problème. C'est là le problème. Vous touchez du doigt le problème fondamental pour nos productions, que ce soit nos productions cinématographiques, mais aussi nos productions livresques, en vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de protection. Contrairement dans d'autres pays, mais dans lesquels pratiquement la valeur de ces produits est reconnue. Par exemple, vous allez dans un pays comme le Rwanda, mais c'est un pays qui est ouvert, où on peut faire son business. Mais ce qui relève, par exemple, de la politique nationale, mais les ressorts, par exemple, qui positionnent le pays au plan national sont hyper protégés sur le plan juridique. Et que par conséquent, un acteur ne peut pas venir de n'importe où, mais les concurrencer en mettant en place quelque chose, mais qui est parallèle en vérité. Et donc, c'est ça le problème. Mais les acteurs qui interviennent dans la production cinématographique sénégalaise doivent être protégés du point de vue de la loi, mais également du point de vue des ressources financières. Et donc, c'est là qu'il faut saluer aussi la démarche du nouveau gouvernement qui a parlé de la protection du secteur privé. Et donc, ça doit de plus en plus être davantage senti. Dans tous les pays du monde, il y a des secteurs auxquels on réserve une part extrêmement importante parce que c'est des secteurs stratégiques, comme je disais. Et donc, les sacrifier, c'est pratiquement sacrifier ce qui peut nous faire valoir pratiquement d'une image positive au plan international. Le cinéma, les livres, la culture sont protégés par des pays comme le Nigeria, où Nollywood a fait une sensation. La musique nigérienne, on voit comment elle conquiert le monde. Les Américains sont imposés au monde grâce à leur culture, le cinéma, le football, entre autres. Au Sénégal, il y a un écosystème qui a commencé à éclore. Les maisons de production ont commencé à faire des séries qui intéressent beaucoup de monde, mais on remarque que les grands majors internationaux ont commencé à prendre des parts de marché ou bien dans le capital de ces maisons de production. Est-ce que ce n'est pas une façon de réorienter les contenus qui peuvent être amenés dans d'autres secteurs que le Sénégal ne veut pas? Bien sûr, je pense que c'est là où l'État est justement interpellé. Quand on parle de protection, quand on parle justement d'appui, l'État doit y jouer un rôle fondamental. Et je pense que les nouvelles autorités qui sont là ont commencé dans ce sens-là avec certaines réformes sur le contenu, etc. Je pense qu'en taxant justement certains produits, certains matériels qui puissent contenir justement certaines œuvres culturelles pour que ces dividendes-là puissent être retourner justement aux acteurs culturels. C'est un débat sur l'homosexualité qui traverse beaucoup la société sénégalaise. Les gens qui viennent de série avec leurs idées, ils peuvent, en caporalisant certaines productions, distiller l'information ou bien sur l'homosexualité de genre. Oui, parce qui contrôle ta production, contrôle ton pays. Bien sûr, ce sont des lobbies qui sont extrêmement puissants et qui ont des agendas parfois dissimulés qui peuvent effectivement passer justement par ces canaux-là. Et c'est à l'État d'être extrêmement vigilant justement par rapport à ces actions-là. Et je pense que le débat se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité dans le débat, dans la campagne électorale, mais ce débat-là, il est biaisé parce que dire que tel est favorable pour l'homosexualité, tel n'est pas favorable pour l'homosexualité, ça c'est un faux débat. Il n'y a pas aujourd'hui un candidat ou une coalition qui ose prôner justement l'homosexualité au Sénégal. Donc surfer dans ce débat-là, je pense que c'est nous éloigner de ce qui devrait être réellement la problématique donc, de ce phénomène. Quelle est la vigilance qu'il faut avoir par rapport aux productions locales, comme faisait Marodi, Evenprod, des gens qui font des séries, qui sont bien aimés par les Sénégalais, qui portent la culture sénégalaise, mais qui, si les majors viennent un peu s'introduire dans le capital de ces agents de production, ça peut amener très loin. Je crois qu'il faut, comme on a dit, davantage les protéger. Et la protection, ça passe par un certain nombre de ressorts pour ce qui concerne les agences. Il ne faut pas laisser les sociétés que vous citez, mais à la merci de n'importe qui. Parce que comme je disais, c'est ça qui permet aux acteurs qui sont sur l'international, dans d'autres pays, de nous connaître. De connaître vraiment qu'il y a ça au Sénégal, que le Sénégal, c'est ça. Que le Sénégal, ce n'est pas ce que nous pensons. Et en quelque sorte, ça règle en partie quelque chose.
et je le dis souvent à mes étudiants. Je leur dis souvent, regardez, faites par exemple une comparaison entre les productions cinématographiques, en tout cas audiovisuelles de manière générale, d'il y a quelques années et les productions actuelles. Au moins, ça permet de corriger une certaine image qui était collée à l'Afrique. Absolument. Image Afrique de pauvreté, Afrique, etc., Afrique de guerre, Afrique de terrorisme, etc. Actuellement, si vous regardez les productions cinématographiques audiovisuelles sénégalaises, pratiquement, vous voyez que les gens ne vivent pas dans la misère. Oui. Qu'il y a des gens qui ont les ressources pour aller dans les hôtels, y passer avec des amis, avec la famille, etc. Que, par exemple, que dans nos banlieues, il y a de la vie. Oui. Que, par exemple, en milieu rural, il y a aussi quelque chose, un patrimoine qui permet au Sénégal de s'imposer. C'est ça, c'est la lecture que nous avons vraiment des productions audiovisuelles. Et le danger, c'est que vous avez toujours des acteurs qui voient la bonne image du Sénégal et qui sont prêts à la dévoyer en vérité. Et donc, comment? En prenant en otage, par exemple, les sociétés qui interviennent, parce que souvent, ces sociétés n'ont pas assez de ressources. Absolument. Et ça, je crois que c'est très important. Il faut que les autorités, il faut que l'État prête davantage attention à cette question. Et ça va jusque dans nos médias. Regardez les problèmes que rencontrent les problèmes financiers que rencontrent nos médias. Absolument. Mais c'est du pain béni pour certains acteurs au plan international. Mais regardez le marché de la publicité, par exemple. Le marché de la publicité, pratiquement ces dernières années, mais si vous regardez les chiffres, ce sont les sociétés et les firmes internationales qui contrôlent le marché publicitaire au Sénégal, au détriment de nos médias, en vérité. Et ça aussi, c'est très dangereux pour la souveraineté du pays, c'est très dangereux pour la souveraineté du Sénégal. Et je termine en disant que pour certains événements, je crois qu'il faut les remettre au goût du jour. Le Sénégal avait organisé, vers les années 1960-68, par le biais du président Léopold Sédar Senghor, le Festival mondial des arts nègres. Abdoulaye Wade l'a réorganisé. Il faut tourner un peu l'essentiel des politiques de développement sur la culture vers l'organisation de grands rendez-vous comme cela. Oui, certains estiment même que le ministère de la Culture doit être le ministère de souveraineté pour montrer un peu qu'il a une force et que la culture, c'est par elle que le Sénégal pourrait passer pour davantage gagner des parts de marché sur le plan international. Que la culture, c'est une industrie économique aussi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tous les pays qui s'en sortent, ce sont ces pays qui ont gardé intacte justement leur culture et qui ont imposé leur culture au reste du monde. Aujourd'hui, ce qui fait la puissance des États-Unis, c'est justement leur patrimoine culturel qui passe par le cinéma, qui passe par leur art culinaire, qui passe par leur musique, etc. Aujourd'hui, quand on prend des pays comme la Chine, on voit même que leur système politique est fortement imprégné de leur culture en termes de discipline, en termes de rapport avec le travail, etc. Et quand on prend aujourd'hui des pays comme les monarchies du Golfe, etc., ce sont des pays aussi qui ont pu justement imposer leur culture par rapport à leur système d'organisation politique et sociale. Et aujourd'hui, je pense que c'est vers là que nous devrons nous orienter, faire en sorte que la culture puisse se retrouver dans tous les compartiments de la vie sociale, que ce soit dans le domaine du développement économique, mais surtout en ce qui concerne justement notre architecture institutionnelle et notre vie politique. Et c'est un travail qu'il faut faire dans l'imaginaire aussi, parce que aussi beaucoup estiment que l'histoire qu'on apprend à nos enfants dans nos écoles, c'est l'histoire des vainqueurs, l'histoire des colons. Oui. Quand on dit par exemple à un jeune Sénégalais que Faidherbe a fait fuir ton grand-père, comment ce jeune Sénégalais-là, devant un blanc, psychologiquement peut tenir? Absolument, absolument. Moi, je crois qu'il y a des choses qui relèvent de la falsification de l'histoire et qui sont plus ou moins vendues à nos pays et qu'on prend pour vérité. Donc moi, je crois qu'on a assez d'historiens, on a assez d'intellectuels, vraiment d'éminents intellectuels qui peuvent revenir sur certaines histoires. Faire en sorte, par exemple, il ne s'agit pas de faire du négationnisme, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais au fond, de prendre dans l'histoire ce qui peut intéresser nos États et ce qui relève au fond de la vérité. Moi, je crois qu'on n'a pas assez enseigné ce que nos terroirs connaissaient, par exemple, dans l'Antiquité, à travers les empires Songhai, Ghana, etc. Il y a juste quelques parties qui sont consacrées pour les élèves de CM2, et donc à ces histoires-là. Et je crois que même l'idée de démocratie. J'ai participé dernièrement à une rencontre sur la démocratie en Afrique du Sud et il y a quelqu'un qui disait, par exemple, que la démocratie n'est pas étrangère au continent africain. Malgré ce que les gens nous disent et essaient de nous vendre. Le continent africain connaît la démocratie depuis plusieurs années avant. Et il a donné l'exemple du Mali, de ces empires-là, de la charte de Mandé, etc., etc. Et donc ça permet un peu de corriger une certaine vision du monde qui nous positionne en deçà pratiquement de ce que tous les pays considèrent comme étant un paradigme général de classification sur les questions majeures sur lesquelles, par exemple, nos États, nos pays ont vraiment quelque chose à faire valoir. Il faut qu'on travaille sur l'imaginaire, c'est ça? Oui. Pour nos enfants? Je pense qu'il faut ce travail imaginaire, mais aussi il faut repenser nos curricula, que ce soit
du primaire à l'université. Il a donné un exemple extrêmement intéressant en parlant de la démocratie en Afrique. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie à l'occidental, on pense à la Révolution française de 1789, on parle de constitution, alors que la révolution du Fouta Toro a précédé justement la Révolution française. La charte du Mandé était un exemple de constitution qui datait de 1235. La charte de Kouroumpaga. Oui, après la bataille de Kirina. C'était un exemple de constitution qui datait de 1235, au moment où justement les civilisations occidentales étaient encore des civilisations barbares qui passaient leur temps à se faire la guerre, etc. Je pense que l'espace social européen a commencé à se pacifier à partir donc après les révolutions, alors qu'en ce moment-là en Afrique on avait des systèmes politiques qui fonctionnaient bien en termes donc de gouvernance, de transparence, etc. Le temps que nous avons terminé. Merci infiniment à Mamoudou Hadi Deme, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Merci à René Massiga Diouf, journaliste, docteur en sciences politiques. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à Sine Saliou qui est à la technique et avec Charles Koulibaly à l'Internet. Bon dimanche à tous.